Bonjour. Bonjour, mon nom est Roger Robitaille, consultant expert pour le réseau Forêt Bois Matériaux de Témiscouata. Je suis accompagné d'Olivier Audelemé, conseiller entreprise à la SADC Témiscouata, qui va agir comme le responsable technique pour notre rencontre. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir à ce premier webinaire de l'année 2023, organisé conjointement par le Créneau Éco-Construction, le SOREX et le réseau Forêt Bois Matériaux. Le réseau prend ici sous une forme numérique les déjeuners conférences qu'il avait l'habitude de tenir avant la COVID-19. Nous développerons ce matin les thèmes des biomatériaux et des murs innovants et performants. Une troisième présentation viendra appuyer les deux premières avec une présentation des produits d'une entreprise du Bois-Saint-Laurent. Alors, je suis accompagné ce matin de nos trois conférenciers. Mylène Jonca, directrice du Créneau Éco-Construction, Claire Sirois du SOREX, agent de développement industriel, et Guillaume Michaud, vice-président de Woodco et de Tremtech, fabricant en fait de murs innovants, entre guillemets, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, une présentation, ça va être, une période de questions va être disponible à la fin des trois présentations. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mylène. Mylène, à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin. Mon premier déjeuner, pas déjeuner, je sais pas si vous avez déjeuné, mais nous oui. Premier déjeuner conférence de Témiscouata, c'est la première fois que je m'adresse directement à la population témiscouataine et via leur webinaire conférence. Donc, très contente de m'adresser à vous ce matin. Alors, donc, je me présente Mylène Jonca, je dirige le Créneau Éco-Construction depuis 2 ans maintenant. Alors, je vais vous faire une petite présentation qui démontre un peu comment on travaille au Créneau Éco-Construction, c'est quoi l'importance des créneaux sur le territoire, spécifiquement le Créneau Éco-Construction, puis je vais vous donner à titre d'exemple quelques projets sur lesquels on travaille qui sont en cours présentement. Donc, on peut y aller, Olivier. Alors, les créneaux d'excellence, sont issus de la démarche ACCOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie maintenant depuis nos récentes élections. Donc, la démarche ACCOR, c'est un bras du ministère qui veut exploiter les différentes compétences sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de développer une image de marque pour les régions du Québec, pour les faire rayonner nationalement, internationalement, en mettant leur force à profit. On peut changer. Alors, le grand objectif de la démarche ACCOR, c'est de positionner les régions du Québec comme des sièges de compétences industrielles spécifiques reconnus en développant des créneaux et des pôles d'excellence. Spécifiquement, les avantages de travailler de cette façon-là, c'est que ça favorise le regroupement, la mobilisation des gens d'affaires dans un secteur donné. Ça s'appuie sur les forces régionales et la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec. Et ça mise sur le développement d'alliances et de réseaux industriels entre des participants d'un même secteur économique. Donc, c'est les avantages de la démarche ACCOR. Maintenant, si on en vient plus spécifiquement au créneau éco-construction, je peux changer de lien. La mission, dans le fond, c'est de mobiliser les entreprises valoranciennes, d'ailleurs au Québec, pour créer un contexte d'affaires qui va favoriser la diversification des produits, l'innovation et le développement de marché dans le domaine de l'éco-construction. Donc, c'est d'essayer de faire un peu un secteur dans un secteur dans le but d'optimiser la construction écologique. Une vision qui a été définie il y a quelques années et qui, je vais en parler plus tard, on doit réajuster aujourd'hui parce que le créneau d'éco-construction existe depuis une dizaine d'années. Donc, la vision à l'époque, c'était de positionner les entreprises en construction écologique pour qu'ils soient capables d'offrir une gamme de produits et services pour la construction écologique en maximisant les retombées socio-économiques régionales. Donc, il y a 5 ans, 10 ans, c'est la direction qu'on se donnait. Maintenant, c'est à voir si aujourd'hui, on est toujours dans cette belle direction-là. Je me permets de vous présenter quelques membres du créneau parce que pour travailler pour l'industrie, il faut avoir des contacts avec celle-ci. Donc, on repose sur un réseau de membres. Donc, vous en reconnaissez très certainement plusieurs dans le groupe qu'on retrouve.
Parmi nos membres, il y a des architectes, ingénieurs, professionnels de la construction, centres de recherche, entreprises en construction, promotion de la construction, entreprises manufacturières. Bref, on essaie de couvrir un peu toute l'industrie, travailler avec tout ce monde-là, parce qu'on pense que le changement dans la construction écologique, ça se joue sur toute la chaîne de valeur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne au projet? L'idée, c'est bon, oui, on a un réseau de membres, l'importance d'une communication bidirectionnelle entre le créneau et ses membres va faire en sorte que ça nous permet d'être à l'écoute des différents besoins, des différents enjeux que vit l'industrie et après de mettre en place des projets, des initiatives qui permettent de répondre à ces besoins, à ces enjeux, à ces besoins. Donc, 3 exemples de projets en cours présentement. La Charte régionale du bois, vous avez sûrement entendu parler, dans le fond, depuis 2020. On a travaillé sur une charte qui permet, dans le fond, de penser à l'option bois dans les différents projets de construction. Je vais les détailler un petit peu plus là, aux prochaines diapos. On travaille aussi à l'organisation d'un premier salon de la construction biosourcée au Bas-Saint-Laurent. Et on travaille avec le SEREX sur un projet de performance des systèmes constructifs. Donc, si on les prend individuellement, la Charte du bois, dans le fond, c'est une initiative du ministère Forêt Faune à l'époque, Forêt Faune et Parc à l'époque. Et c'était une initiative qui était provinciale. Alors, au Bas-Saint-Laurent, on s'est dit au créneau, ce serait bien que les gens s'approprient ces démarches-là, s'engagent en faveur de l'utilisation du bois dans les infrastructures. Donc, le créneau, avec des partenaires, a travaillé sur une adaptation de ce document-là pour les bas laurentiens. Donc, l'objectif était de démontrer qu'il y avait des bénéfices dans l'utilisation du bois, d'accroître aussi son utilisation, d'aider le développement socio-économique, bien évidemment, de promouvoir, favoriser l'utilisation des produits du bois à haute valeur ajoutée, permettre une image de marque aussi par ricochet, favoriser la substitution d'énergie fossile, les circuits courts et aussi intégrer la notion de coût global. Donc, les objectifs, c'est très, très, très ambitieux, la Charte du bois, mais l'idée, c'est de voir comment on peut optimiser le bois dans notre industrie au Bas-Saint-Laurent. Et là, mon régisseur est rapide. Et là, je veux juste me permettre de dire que la force de la Charte du bois vient vraiment sur la mobilisation des régions, des territoires. C'est pour ça qu'elle a été présentée au MRC du territoire pour que toutes les municipalités l'adoptent par voie de résolution et que ça permette de lancer le message que oui, on s'engage à réfléchir à l'option bois dans nos projets d'infrastructure. Donc, j'ai contextualisé un peu au Témiscouata, 4 municipalités sont engagées plus la MRC. Fait qu'on envoie nos énergies dans l'univers pour avoir les autres municipalités adhérentes à la charte. Et dans la foulée des projets en lien avec la charte-là, le but, c'est d'outiller aussi le territoire. Donc, on est en train de travailler sur un répertoire des ouvrages qui font une utilisation exemplaire du bois. C'est bon. Maintenant, le salon de la construction biosourcée. C'est pas un secret que le créneau s'intéresse aux matériaux biosourcés et, dans la construction. Alors, différents projets ont été mis sur place et là, on s'est dit que c'était le temps peut-être d'y aller plus avec une campagne de sensibilisation. Donc, on a commencé l'année passée à être un petit peu plus agressif, excusez le terme négatif, mais à être un petit peu plus agressif dans la sensibilisation avec un premier focus group où là, on a eu comme commentaire que ça serait le fun de les voir ces produits-là biosourcés, ces matériaux-là, qui les fait, où ce qu'ils sont. On peut-tu discuter avec les manufacturiers? Donc, on s'est dit, on va organiser un salon. Alors, à Rivière-du-Loup, 25 avril prochain, 9h à 17h, à l'Hôtel Lévesque, je vous invite à venir voir le premier salon bas-laurentien des matériaux biosourcés. Il va y avoir des acteurs de la filière, il va y avoir des professionnels aussi de la recherche, parce que non seulement on va vous montrer ce qui existe, mais on veut vous montrer où l'industrie s'en va. Et l'événement va être ponctué de petites conférences pour assurer une dynamique à tout l'événement. Donc, c'est une invitation officielle. Les informations sont à venir. L'entrée va être gratuite pour les participants. Autre projet d'actualité. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur celui-ci parce qu'il fait vraiment l'objet de la prochaine présentation avec Claire Serrois.
Donc, mais je vous fais quand même une petite mise en contexte parce que c'est né d'un projet de créneau, c'est né d'une mission en Europe où là a été constaté que les murs n'étaient pas faits de la même façon. Alors, pourquoi ils ne sont pas faits de la même façon en Europe versus chez nous? Dans le sens que la construction, les systèmes constructifs avaient évolué. Donc, nous, on était encore au Québec en 99, alors qu'eux étaient en 2018. Alors, on s'est penché sur la question, puis on dit, bon, on va probablement que ces systèmes-là performent autrement. Alors, on s'est dit, ben, on va étudier différentes coupes de murs pour voir comment ça fonctionne au regard de systèmes de performance. Et là, j'en dis pas plus parce que c'est la présentation de Claire. Un autre petit projet que je me permets d'ajouter, que je n'avais pas sur la précédente diapositive, c'est qu'on organise un dîner-conférence sur l'utilisation de la paille en construction. C'est-à-dire, on va faire quelque chose d'un peu plus marginal. Dans le fond, pour faire une petite histoire courte, un employé du Sorex avait construit 3 maisons qui utilisaient la paille comme isolant. On trouvait ça super intéressant de développer le sujet, d'autant plus qu'en Europe, aux États-Unis, ça se fait, c'est très performant. Donc, on fait dîner-conférence 14 mars, 11h30 à 13h30 au Central Café. Le repas est à la charge des participants. Il va y avoir David Boudreau qui va présenter les résultats de son portrait, mais il va y avoir aussi Franz Segovia qui veut pousser la question un petit peu plus loin en travaillant sur un projet de recherche qui s'intitule « Développement d'un panneau multifonctionnel en paille pour la construction préfabriquée d'un bâtiment durable ». Alors, c'est une autre invitation. Autre chose maintenant, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que le créneau existe. Bon, on marche par stratégie de 5 ans, on en est à notre 3e. Alors, cette année, on va travailler très, très fort sur une planification stratégique quinquennale 2023-2028. On souhaite travailler ça avec nos membres, bien évidemment, et ceux qui souhaitent adhérer au membership, qui ont une vision, un intérêt en éco-construction pour le Bas-Saint-Laurent. C'est une invitation également. Les informations vont être communiquées sur nos médias sociaux, puis dans notre infolette. Alors, voilà, c'est ce qui se passe pour les prochains mois. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je crois que Claire va enchaîner avec les performances des systèmes constructifs. Merci, Mylène. Plaisir. Je vais attendre que ma présentation arrive. Rapidement, ben, c'est ça, je suis conseillère industrielle au Sorex depuis 2 ans. Et avec le créneau éco-construction, on a participé à un projet, comme Mylène le mentionnait tout à l'heure, sur la performance des murs, des murs, puis les innovations qu'on peut aussi observer. Tu peux avancer un petit peu. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Sorex, on est un centre collégial de transfert technologique associé au Cégep de Rimouski et au Centre matapédien d'études collégiales. On est basé à Amqui. On a également une reconnaissance de centre d'accès à la technologie à l'échelle du Canada. Cette reconnaissance-là est spécifiquement pour le volet éco-construction, ce qui donne accès à certains programmes d'aide vraiment très avantageux. Alors, au Sorex, on a une équipe de chercheurs, des panoplies d'équipements dans nos laboratoires et des services techniques, des services de formation également. Nos champs d'intervention portent sur, à l'origine, c'était essentiellement sur la transformation du bois, tout ce qui est produits d'ingénierie, matériaux composites. On parle aussi de mycomatériaux qui sont à base de champignons. On a la chimie durable, les bioproduits chimiques et les technologies propres, la bioénergie forestière, qui comprend la pyrolyse, la pyrogazéification, les biocarburants de 2e génération et la densification énergétique. Mais j'ai fait exprès de passer par-dessus l'éco-construction, c'est ce qui me touche plus particulièrement, puis ce dont je vais vous parler dans l'immédiat. Alors, on parle de bâtiments biosourcés, donc quand on parle de biosourcés, c'est tout ce qui est d'origine naturelle et renouvelable. Ça peut être végétal, animal. On parle aussi d'éco-matériaux et de performance de l'enveloppe.
Plus spécifiquement aujourd'hui, je vous parle de notre projet de mur innovant et performant et je vous parle aussi des performances de l'enveloppe. Souvent, quand, plusieurs d'entre vous savez que j'ai fait un passage par le créneau éco-construction avant de me joindre au Cerex. On avait l'occasion de rencontrer des gens dans des salons et souvent ce qu'on entendait, c'était quand on parlait de matériaux, de performance, c'est quoi le facteur R, combien ça coûte. Et tu peux passer à la suivante. Mylène en a glissé un mot tout à l'heure. On a eu l'occasion, on a eu la chance d'aller visiter en 2018 en Wallonie, notamment en Belgique, un salon où on a les gens qui étaient présents, il y avait des gens du Témiscouata qui ont pu être témoins de ça. On a vu que le mur tel qu'on le construisait ici au Québec était celui qui était représenté en 99, alors que là-bas, il s'était permis de remettre en question les normes existantes, voire innover. On a vu des murs comme celui que vous voyez à la droite de l'écran où différents systèmes, plusieurs éléments avaient été introduits, que ce soit au niveau des matériaux, l'agencement de l'enveloppe. On voit une petite capsule aussi qui était en argile, si ma mémoire est bonne, de façon à accumuler la chaleur et bénéficier de son effet de masse thermique, alors que nous, on n'était pas là, mais pas là du tout. On est encore avec des produits plus traditionnels et on se fie au code. Alors, ça nous a vraiment questionné, particulièrement les professionnels qui nous accompagnaient, quant à se fier strictement ou à utiliser strictement les minimums requis dans les normes, puis de voir aussi qu'il existait beaucoup d'innovations. J'en ai montré un exemple, mais on en a vu beaucoup d'autres. Donc, l'objectif du projet, c'était vraiment d'étudier les compositions d'enveloppes murales qui présentaient des volets plus innovants. Le projet n'était pas un projet de recherche pure, mais vraiment de répertorier quelques exemples qu'on retrouve au Québec où il y avait une démonstration d'innovation dans la composition de l'enveloppe. Ensuite, on a proposé aussi un ensemble de critères pour permettre d'évaluer et d'apprécier les différentes performances et tout ça en lien avec les valeurs de chacun. Ce qui peut être important pour quelqu'un l'est peut-être moins pour un autre. Peut-être qu'une personne va vouloir vraiment que son enveloppe soit vraiment performante d'un point de vue énergétique, alors qu'une autre personne va préférer s'attarder sur le volet empreinte environnementale de celui-là. Donc, on a vraiment dressé une liste de critères que je vais vous présenter tout à l'heure. On voulait aussi sensibiliser, éduquer les acteurs de la chaîne aux différentes fonctions du mur, leurs performances. Je vous disais tout à l'heure que dans les kiosques, souvent, on entendait quel est le facteur R, combien ça coûte, mais quand on a fait la visite du salon à Namur, les discours étaient tellement plus élaborés. On parlait de différents critères et c'était naturel tant pour l'exposant que pour le visiteur. Et on s'était dit que à ce moment-là, c'était important d'introduire ces notions-là pour que les gens voient un peu plus large et apprécient d'autres qualités et caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment. Donc, on voulait reconnaître les pratiques de conception et de construction qui ont un grand impact sur la performance des systèmes constructifs, évidemment dans une optique d'améliorer l'efficacité et les performances du bâtiment, de même que le bilan carbone de l'activité construction. Je voudrais préciser que l'étude, c'était pas non plus à des fins de comparer les murs qu'on a analysés entre eux, mais bien de les comparer par rapport à des normes existantes, notamment NovaClimat, qui est un peu une coche au-dessus du code du bâtiment. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé en 3 temps. La première étape a été l'état des lieux d'une façon générale. Ensuite, une fois qu'on avait dressé ce portrait-là, l'idée était de communiquer l'information et sensibiliser les gens, donc en développant des outils de communication. Et finalement, le volet 3, c'est le rehaussement des pratiques en entreprise. Donc, je vous parlais des différentes performances. On parlait de performance thermique, sur lequel on a évalué à ce moment-là la résistance thermique effective, le déphasage thermique, la performance hygrométrique, où on a regardé la perméance et la position du pare-vapeur qui peut avoir une influence sur la manière de gérer l'humidité.
Au niveau acoustique, on a évalué l'atténuation des sons aériens provenant de l'extérieur. Ouais, c'est ça, l'acoustique, étant donné qu'on parlait d'enveloppe du bâtiment, il a fallu se limiter au son extérieur. On sait qu'il y a d'autres volets acoustiques qui sont importants aussi, mais je pense que Guillaume, tout à l'heure, va pouvoir vous en glisser un mot peut-être un petit peu plus là, par rapport à ça. Ensuite, il y avait évidemment la santé et le confort de l'occupant qui est très important. On l'a vécu avec la COVID-19 où on a été enfermés plus qu'on le désirait dans nos maisons. Donc, on a vu l'importance de vivre dans un environnement sain, agréable. Il y avait la notion d'étanchéité à l'air pour que ce soit confortable. Le volet environnemental, où là, il y avait une analyse de cycle de vie pour voir quel était l'impact de les différents matériaux qui composaient l'enveloppe et également l'utilisation des matériaux biosourcés. Pour ça, on a calculé le pourcentage pour chacun des murs qui nous a été proposé, le pourcentage de matériaux biosourcés qui les composaient. On a aussi regardé le volet efficacité énergétique, évidemment, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Donc, on l'a également analysé. Ce qui apparaît pas dans mon tableau, c'est le volet coût. À l'origine, on n'avait pas retenu ce critère-là, mais on a quand même fait l'exercice de voir si les murs innovants qui nous ont été proposés d'une façon relative, un par rapport à l'autre, lequel était le plus dispendieux à construire. Également, puisque la complexité de la mise en œuvre de ces murs-là a un impact sur le coût que ça peut représenter, on a aussi évalué la complexité pour les construire. Je pense que j'ai... Ah, OK, on va à la suivante. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a sollicité des firmes de professionnels, des entrepreneurs en construction, on a des gens qui construisent des murs pour qu'ils nous soumettent des compositions murales qui sortaient de l'ordinaire, qui allaient au-delà des murs, des compositions qu'ils considéraient performants. Et on a eu 3 murs à ossature légère en bois, vous les voyez sous la dénomination OLB1, 2 et 3. 2 murs parfaits, donc MP1 et MP2. À la fin de la présentation, lorsque le diaporama sera terminé, je pourrais amener 2 exemples de maquettes des fameux murs parfaits. Un mur à ossature double légère en bois, comme la maison R132 pour ceux qui sont familiers. C'est ce concept-là qui avait été utilisé. Et une composition murale à base de CLT et isolation chanvre, et finalement un système poteau-poutre qui a été le dernier élément. Évidemment, c'est probablement pas les seuls murs innovants qui existent au Québec, mais on a quand même dressé un portrait sur les différents critères que je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais que l'idée n'était pas de les comparer entre eux, mais bien par rapport à des normes existantes. Donc, on a monté une grille d'évaluation pour être capable de dire, OK, ce mur-là performe, il correspond à la norme. S'il ne correspondait pas, il était coté rouge, donc il n'atteignait pas les normes, le minimal requis. S'il les surpassait, ben, il y avait, évidemment, il était dans le vert. Pour les différents paramètres, il y en a certains que c'était oui ou non, on atteint la norme ou on la surpasse. Et par exemple, le déphasage thermique, là, dans le milieu, vous voyez que l'idéal, c'est que quand la valeur obtenue est trop basse, c'est pas excellent. Mais si elle est trop élevée également, c'est pas mieux non plus. Donc, il y a tout ce volet-là qui a été utilisé aussi pour déterminer la performance de ces critères-là. On est conscient que la grille d'évaluation ou l'étude avait certaines limites, donc on n'a pas pris en considération le coût global, c'est-à-dire la disposition en fin de vie des matériaux, la durabilité des matériaux, ce genre d'éléments-là n'ont pas été considérés dans le cadre de l'étude. On a aussi utilisé des logiciels européens il a fallu apporter certaines adaptations pour que ce soit utilisable ici avec nos produits, avec nos normes. Les ponts thermiques, les détails de jonction n'ont pas fait partie non plus de l'étude, considérant l'analyse a été faite sur une section de mur de 1 mètre carré. Donc, tout ce qui est jonction avec la toiture, le plancher n'ont pas pu faire l'objet
d'analyse. On a la perspirance, donc je vous disais qu'on voulait ajouter des mots, du vocabulaire dans dans les discours par rapport au bâtiment. Donc ça, ce sont des éléments qui vont être vus éventuellement dans une formation qui va être offerte bientôt. J'y reviens tout à l'heure. Tout ce qui est condensation, développement fongique, on l'a abordé un peu avec les logiciels, mais ça avait quand même certaines limites. Et certains critères qu'on aurait bien aimé pouvoir mesurer auraient nécessité la construction et le monitoring de bâtiments existants. Je parle de composés organiques volatiles et l'acoustique, bruit d'impact, etc., ou entre des murs à l'intérieur. Donc ça, c'était pas possible de le faire. N'empêche, ça nous a quand même donné l'idée ou le désir d'aller plus loin. Éventuellement, on pourra peut-être monter un projet qui ira étudier tous ces éléments-là. Donc, une fois qu'on a dressé l'état des lieux, puis je ne vous le présente pas évidemment le résultat de toute cette étude-là ici aujourd'hui, mais on a développé des outils justement pour aller à la rencontre des gens et contribuer à amener ces notions-là dans les discours. Donc, on a produit des maquettes. J'en ai d'ailleurs amené 2 ici avec moi. Pour ceux qui sont présents, vous pouvez venir les regarder ou encore, on peut peut-être faire un gros plan tantôt à la fin de la présentation pour voir en quoi ça diffère par rapport à un mur standard. On a également des petites vidéos. Je ne sais pas, Guillaume, si tu peux le décoller rapidement. On n'a pas besoin de le rouler jusqu'à la fin. En bas de PP1 Photoput, il doit y avoir si c'est un PowerPoint et non pas un PDF, peut-être que tu peux le lancer. Sinon, on ne perdra pas de temps. Mais on a des petites vidéos pour chacun des murs pour montrer comment, à chaque étape, quel matériau a été posé, puis en identifiant aussi là, comment il se qualifiait par rapport aux critères de performance qu'on a analysés. Fait que si tu fais play, on peut le commencer, mais on ne le voudra pas jusqu'à la fin là, pour ne pas perdre de temps. Bon, si ça ne marche pas, c'est pas plus grave. Ça marche pas. Bon, ben, c'est pas grave. Sachez qu'on a des outils qui ont été développés. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça non plus. Là, on a des fiches synthèses pour chacun des murs qu'on pourra distribuer via le site Internet du Créneau. Il y aura de la diffusion. Il y a aussi la présence du créneau qui est essentielle dans certains salons, que ce soit des salons grand public, des salons professionnels. Toute la documentation qu'on peut rendre disponible. On a fait des conférences. Franz Segovia, chercheur du CEREX, dont Mylène parlait tout à l'heure, qui est vraiment associé directement au projet en éco-construction, a fait une présentation au CEBQ, qui est le Conseil de l'enveloppe du bâtiment du Québec, une présentation en collaboration avec Richard Tremble, pour ceux qui le connaissent, là, le spécialiste de l'enveloppe. Ce matin, présentation, puis on pense qu'on en aura certainement d'autres, des façons de faire connaître ces informations-là. Et au CEREX, il y a aussi un projet de laboratoire de formation et d'innovation qui va être disponible. On travaille là-dessus pour le rendre disponible vers 2024 normalement. Alors, je vous parlais de formation, de différents termes. Donc, j'ai fait comme un nuage de mots, comme on dit, pour parler des différentes thématiques qui vont bien au-delà du facteur R, donc tout ce qui est confort, ACV pour analyse de cycle de vie, biophilie, effusivité, diffusivité, par air, par vapeur, frein vapeur, plein de termes on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Donc, l'atelier formation est annoncé via le site Internet du Créneau. Sous événement, c'est possible de s'inscrire. C'est une activité d'une demi-journée qui va avoir lieu le 21 février prochain au Cégep de Rimouski, mais pour lequel c'est également possible de s'inscrire pour le suivre en ligne. Cette formation-là s'adresse à une panoplie d'acteurs, que ce soit des professionnels qui veulent valider leurs connaissances, mais surtout les entrepreneurs en construction, les manufacturiers de maisons usinées qui veulent s'approprier ces connaissances-là. Et pour eux, plus particulièrement, il y a le volet d'accompagnement qui
qui est prévu pour analyser, tu peux changer la diapo, Olivier, un volet d'accompagnement qui est prévu pour analyser, non, c'est analyser les compositions qu'ils offrent à leurs clients selon les mêmes critères qu'on a étudiés dans le cadre de notre étude et voir comment on pourrait améliorer. Il y aura des pistes d'amélioration pour que le produit offert corresponde davantage à ce que le client peut désirer en matière de performance et pour être capable de bien répondre à tout ça. Donc, il y aura un portrait, ça lui donnera un document qui pourra lui permettre de, en guillemets, argumenter au sens positif avec ses clients pour lui présenter les avantages d'utiliser des murs performants. Et puis, avec aussi la possibilité d'aller plus loin pour ceux qui le désirent. Il sera possible, je vous parlais tantôt des programmes particuliers spécifiques à l'éco-construction auxquels on avait accès. Donc, les entreprises ont accès aux visites interactives qui permettent d'avoir des tests de laboratoire, une analyse, un accompagnement d'une vingtaine d'heures. Donc, ceux qui voudront aller encore plus loin dans la démarche, ce sera possible à ce moment-là de pousser encore la chose et d'avoir des résultats de tests de laboratoire. Dans un premier temps, l'accompagnement qui est offert va être vraiment de façon théorique avec l'aide de logiciels informatiques, mais ça donne quand même une description assez précise de ce que peut des performances à différents points de vue que les enveloppes proposées auxquelles elles peuvent répondre. Alors, pour s'inscrire à cette formation-là et à l'atelier, c'est sur le site du créneau éco-construction sous événements. Vous allez avoir beaucoup d'informations à cet endroit-là, assez complémentaires. Et ceci met fin à ma présentation. Je vous remercie. Puis, je demeure disponible à la fin de la présentation si vous avez des questions. Merci beaucoup, Claire. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume Michaud, en fait. À toi, Guillaume. Bon matin à tous. Guillaume Michaud, copropriétaire avec Vincent Gosselin de Bois-Tremtec. Il y a quelques semaines, Roger Robitaille est passé à l'usine. Il m'a demandé de faire une présentation des murs innovants. C'était une bonne question. Qu'est-ce qui est un mur innovant par rapport à quoi? Donc, j'ai préparé une petite présentation pour montrer un peu de où on part. Qu'est-ce qu'on a défini comme un mur étant innovant? Vous allez voir, je ne suis pas champion en PowerPoint non plus. Donc aujourd'hui, je vous présente un peu le mur traditionnel, les avantages, les inconvénients du mur qu'on définit comme traditionnel, c'est-à-dire en bois, lambris ou autre. Le défi d'innovation qu'on a eu à faire face, puis les solutions qu'on a trouvées, puis qu'on actuellement sont en marché. Quand on parle de mur de bois traditionnel, on parle de planches uniques avec ou sans embouffetage. Ce qu'on parle de lambris mural, qui soit de l'épaisseur n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment plus l'effet planche qu'on cherche. Les avantages d'un mur comme ça, ben, la matière, le bois, c'est une essence noble. Ça a toujours de la gueule dans une maison, ça donne toujours un effet wow. C'est intemporel. Un bois va pouvoir perdurer dans le temps la vie de la maison. C'est chaleureux, c'est écologique. C'est recyclable. À la fin de vie d'un bois, on peut faire ce qu'on. Il y a une autre facette qu'on peut faire avec le bois, il y a d'autres choses qu'on peut transformer. Par contre, le mur de bois traditionnel, il y a quand même certains inconvénients. Quand on parle d'inconvénients, c'est un peu plus au niveau du commercial institutionnel. La maison unifamiliale, la maison régulière, on est capable de passer par-dessus. Le monde aime bien quand même avoir du lambris classique. Quand on parle d'inconvénients, c'est un peu la pause. Quand on est sur un chantier commercial, ça coûte cher. Couper chaque planche, aller les clouer au mur, c'est quand même, ça peut être compliqué, ça peut être long. Ça prend un corps de métier ébéniste qui peut être compliqué. C'est quand même sensible à la variation d'humidité. C'est pas le froid, le chaud qui va faire bouger le bois, c'est l'humidité qui va faire gonfler ou rétracter le bois. Donc, il y a toujours cet enjeu-là qu'il faut que le client comprenne bien. La finition, les finis, c'est quand même limité. Le bois, c'est du bois.
Il ne faut pas s'attendre d'avoir du gyps. Ce n'est pas la même histoire. La norme ignifuge, c'est-à-dire qu'on veut que dans l'institutionnel commercial, souvent on demande que le bois soit ignifuge, qu'il rencontre une norme feu, NFTA ou NSA. Il doit être, malheureusement, le bois, c'est pas insonorisant, c'est pas acoustiquement correct dans une grande pièce. Le son résonne, il y a une réverbération du son qui est majeure. On se fait beaucoup critiquer quand on arrive sur le commercial en disant c'est le fun le bois, mais quand on met ça dans un corridor, l'écho est terrible. On entend la personne arriver à l'autre bout par la réverbération, par l'écho. Donc, c'est un peu les limites du bois traditionnel. Donc, pour répondre aux besoins, Vincent et moi, on s'est comme assis, on dit, OK, si on veut aller plus loin avec Tremtech, avec le lambris, il faut qu'on passe par-dessus, il faut qu'on innove un peu. Donc, ce qu'on voulait, c'est un mur de bois écologique autant que possible. On veut facile à installer. On veut essayer de limiter le temps de pause, le temps de coupe, le temps de taponnage, de mesure et autres. Il faut quand même simplifier les choses. Pour les designers, il faut que ça reste beau et innovant. Il faut que ça sorte un peu des normes. Le designer, l'architecte, va aimer faire des projets, mais pas 2 fois avec le même produit. Il va vouloir toujours un peu de changement, ce qui est totalement correct. Quand ça fait 4 fois qu'on voit le mur de lambris classique dans des projets, ben il faut passer à autre chose. Il ne gagnera pas d'autres prix. Ça ne sera pas un wow. Il faut que ça soit ignifuge. Il faut que le bois réponde à la norme. Il faut qu'il rencontre certains critères acoustiques. Si on résout le problème acoustique et le problème ignifuge, on va voir du bois de plus en plus dans les commerces, dans les institutions, dans les écoles, partout. Donc, notre solution, ça s'est fait facilement dans 5 minutes, nos solutions. C'est toujours quelque chose de facile, l'innovation. Ce qui nous a amené à faire une innovation au niveau du lambris mural, c'est qu'on s'est fait un mur en bois ou en composite fabriqué au Québec. Un produit sur demande selon les projets. On voulait un réseau court et un fini écologique autant que possible. Peut répondre aux normes ignifuges, c'est-à-dire que dans certains cas, ce n'est pas nécessaire, dans d'autres cas, ça peut être nécessaire. On veut des critères acoustiques majeurs. Si le client demande certains niveaux acoustiques, on peut répondre à un certain niveau d'acousticité, de réverbération. Pour nous, c'est important de travailler en essence de bois indigène. Quand je parle indigène, c'est une essence qui pousse en Amérique du Nord. On ne travaillera pas le bambou, on ne travaillera pas le bois d'acajou ou autres produits. On veut des essences autant que possible indigènes. On parle de trame, chêne, merisier et autres produits plus locaux. Local, on parle Amérique du Nord, où il y a de la neige. On veut une pause qui est quand même simplifiée. Autant que possible, on veut éviter sur le chantier qu'on prenne beaucoup de temps à poser ce produit-là. Ça nous a donc amené à une innovation de créer une nouvelle compagnie qui s'appelle Woodsco, qui appartient à Vincent, Guillaume et 2 autres actionnaires, participants qui sont dans la région de Québec, qu'on a appelé Woodsco comme compagnie. On a créé une entité. On a créé, là c'est dommage pour les absents, ils ne voient pas les beaux morceaux que j'ai emmenés, mais c'est un mur qui est monté de 12 pouces. C'est des lames de bois qui sont montées 12 pouces de large par des longueurs de 8 à 12 pieds selon les besoins, qui vont être affixés au mur ou au plafond, tout dépendant du projet comme on voit au mur, qui répond avec des caractéristiques acoustiques. C'est-à-dire qu'au besoin, le mur qu'on fait, le son va aller se fondre dedans. On a un produit qu'on peut mettre à l'endos qui est un feutre qui peut permettre d'absorber le son aussi. Encore là, c'est des calculs que je vais vous éviter à matin. C'est David, notre acousticien qui fait partie de la compagnie, qui peut aider à faire ce genre de calcul. On veut des propriétés ignifuges, c'est possible. On a trouvé le produit qui ne change pas la couleur, qui ne change pas les propriétés du bois, qui nous permet de mettre le fini qu'on veut par-dessus, mais qui rend le bois à la norme norme feu, norme ignifuge qui est requis au Québec. Ce produit-là, il peut répondre à un marché résidentiel comme commercial. On le voit ici, il est au plafond. Il peut être posé au plafond, mur. Je le suggère moins au plancher. Mais mur et plafond, il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut être les bâtiments commerciaux, les bâtiments publics résidentiels. Encore là, on va répondre vraiment sur demande aux besoins. C'est un mur qu'on veut flexible, qui va vraiment
être au goût du jour, qui va changer dans le temps. Il ne faut pas rester stable avec ce produit-là. C'est un produit qu'on pense qu'il peut aller assez loin. On voit ici un autre cabinet de dentiste, mur et plafond. On voit ça, c'est l'aéroport de Montjoli à votre droite, qui est en construction dans le temps. C'est qui est l'autre produit qu'on appelle Harmonie, qui est une lame de bois avec feutre en arrière. C'est des panneaux qui sont de 24 pouces par 96 pouces, donc assez facile à poser sur le chantier. Au lieu de prendre une journée, c'est quelque chose qui se fait en quelques heures, beaucoup plus simple. C'est un peu ça l'innovation dans notre cas qu'on a fait. C'est un mur qui se veut acoustique, ignifuge et plus facile à poser. Je remercie Guillaume. Je remercie nos deux autres conférenciers. On aurait des questions. On a Jean-Claude Dumas qui pose une question à Guillaume. Peut-on penser faire un produit similaire pour l'extérieur? Pour l'instant, non. Tremtech se focus beaucoup plus à l'intérieur autant que Woodco. Je vous dirais qu'à l'extérieur, c'est quand même un autre défi carrément au contraire. Même s'il y a des beaux projets à l'extérieur, pour l'instant, on se concentre avec ce produit-là à l'intérieur. On n'est pas fermé à l'idée, mais pour l'instant, c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour les présentations? J'en aurais une pour Guillaume. À quel endroit on peut se procurer vos murs? On a on a un réseau de distribution, on a plusieurs endroits. Ça peut être en boutique, ça peut être directement à l'usine Tremtech. Ça peut être, on est chez Robert Bury pour les cuisinistes. On couvre pratiquement le Québec avec les centres de déco-design. Ou quand on parle de projet majeur, quand on parle de projet commercial, souvent, ils vont s'adresser carrément à Woodco, qui va être ou Jonathan Langlois ou Guillaume Michaud qui va répondre aux questions pour monter à bien le projet. Je pense qu'on a une question. Ça s'en vient. En attendant, j'aurais une question pour Claire. Au niveau des murs performants, est-ce que vous vous êtes associé actuellement? Est-ce qu'il y a des entreprises, en fait, qui ont manifesté l'intérêt à mettre commercialement en marché, en fait, certains de ces murs-là? Bien, en fait, l'atelier qui s'en vient et l'accompagnement qui va suivre permettra aux entreprises d'évaluer des pistes d'amélioration à leurs produits existants. On est actuellement en processus d'inscription, fait que j'avoue que c'est pas moi qui gère les inscriptions, fait que je ne sais pas s'il y en a qui sont inscrits jusqu'à maintenant, mais verbalement, on a des gens qui ont dit que c'était quelque chose qui les intéressait drôlement et qui devrait être présent, là, mais je n'ai pas de confirmation aujourd'hui. Je peux peut-être ajouter qu'on a eu un petit pépin avec notre plateforme d'inscription. Normalement, c'est réglé. Si vous essayez de vous inscrire et ça ne marche pas, contactez-moi directement. On va vous faire ça à mitaine à la bonne vieille façon. Moi, j'avais une dernière question pour Mylène. Oui. Est-ce que vous avez parlé de paille tout à l'heure comme matériau dans la construction? Est-ce que le panier érigé pourrait être un produit qui va être considéré aussi? C'est une bonne question. Je ne peux pas m'avancer là-dedans, Claire. Avec son étude, il étudie plusieurs plantes, là, mais... Oui, dans le cadre de l'étude de France, c'est vraiment spécifique à la paille. Par contre, les fibres végétales, on parle de panier érigé, on parle de lin, on parle de chanvre, on parle de plusieurs fibres différentes qui ont des propriétés, je pense à l'asclépiade aussi, des propriétés isolantes qui pourraient être intéressantes, qui permettraient de valoriser la plante de bout en bout, là, que ce soit, on veut évidemment pas extraire, retirer des éléments qui sont nécessaires pour les animaux ou la nutrition, etc. Mais souvent, par exemple, si je pense, tu parlais du panier, Roger, mais je vais faire un parallèle avec le lin ou la graine de lin qui est utilisée dans l'alimentaire. Il y a la paille qui peut être utilisée en litière, mais la fibre peut être valorisée aussi de différentes manières. Fait qu'il y a vraiment possibilité là, de donner une valeur extrêmement ajoutée à ces plantes-là, puis c'est possible. On a une question de Valérie. Comment se comportent les murs expérimentés par le CEREX par rapport aux murs standards en termes de déphasage thermique? Est-ce que cela permettrait de réduire la facture de climatisation?
Ben, c'est sûr que le volet déphasage a été étudié dans notre étude. J'ai malheureusement pas les résultats sous les yeux, mais on le verra dans le rapport final qui va être diffusé prochainement. Cet aspect-là a été évalué et on l'a pas nécessairement comme l'étude n'était pas de comparer les murs entre eux, même pas avec le mur standard. Je peux pas dire, on n'a pas fait la comparaison avec un mur standard, mais on a fait par rapport à certaines normes. On était capable de dire, par exemple, le mur parfait a atteint ce temps-là de déphasage. On a ces informations-là. Puis, ceci dit, sans aucune comparaison entre eux, c'était pas ça l'objectif de l'étude. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il me reste à vous remercier. Remercier nos conférenciers. Vous remercier vous tous qui avez participé à cette première rencontre de 2023. Notre prochaine rencontre aura lieu entre la mi-mars et la fin de mars, en mode hybride aussi dans le cas présent. Et elle sera orientée en fait vers l'aménagement des feuillus, des beaux feuillus dans une optique de développement acéricole en particulier. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et merci encore à mes conférenciers. Merci de l'invitation. Merci. Bonne journée. Merci. Je prendrai juste une seconde. Marc-Antoine qui vient d'ajouter une question pour le CEREX. Est-ce que vous connaissez la norme Passive House? Oui, bien sûr. Oui. Il y en a un autre en cours de rédaction. Une autre question qui s'en vient sur votre mort. Ça veut dire quoi, cette norme? Passive? C'est un bâtiment, je pense encore un On va mettre fin à l'enregistrement. C'est un bâtiment qui